La tension reste vive dans plusieurs villes du Cameroun à quelques jours de la proclamation officielle des résultats de la présidentielle. À Garoua, une jeune institutrice d'une trentaine d'années, Zouaïra, a perdu la vie mardi lors des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Selon plusieurs témoins, elle ne participait pas aux manifestations. Ce drame a suscité une vague de colère. À Maroua, des partisans d'Issa Chiroma sont descendus pour la première fois dans les rues pour revendiquer la victoire de leur candidat. Les forces de l'ordre ont dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène. Des rassemblements similaires ont également été signalés à Mora et à Garoua. En réaction à ces violences, les autorités ont renforcé les mesures de sécurité. La circulation des motos est désormais interdite à partir de 20 h dans plusieurs villes et les cours ont été suspendus dans des écoles et universités jusqu'à la proclamation des résultats. Le Conseil constitutionnel a, de son côté, achevé l'examen des recours déposés par les candidats à la présidentielle du 12 octobre. Tous ont été jugés irrécevables ou non fondés. La proclamation officielle des résultats est prévue pour le lundi 27 octobre. Dans une vidéo postée sur Facebook, l'opposant a déclaré que si le Conseil constitutionnel proclame des résultats falsifiés, il se rendra complice d'une forfaiture et que le peuple ne se laissera pas faire. Parmi les nombreux filtres que les candidats pour la présidentielle doivent passer, le critère financier semble le plus important. Il faut avoir les gros moyens financiers pour satisfaire les exigences de la Direction générale des élections qui vient de fixer la caution à 900 millions de francs guinéens et à 40 milliards le budget de la campagne. Ces deux montants onéreux équivalent respectivement à 90 000 € et 4 millions d'euros. Le candidat doit les déposer au Trésor public et justifier leur origine. L'opposant, président du Bloc libéral et candidat déclaré à la présidentielle, trouve que cette fixation est très exagérée. On se rappelle jusqu'à l'année 2005, la caution n'avait jamais dépassé 50 millions dans notre pays. La folie a commencé en 2010, quand on a pensé qu'il fallait bloquer certains. Alors, on est passé de 50 millions à 400 millions. Et aujourd'hui, on nous parle de 900 millions. Ceux qui croient être populaires, si réellement ils le sont, ben qu'ils fassent en sorte que le jeu soit transparent, inclusif et crédible. Ils sauront qu'ils n'ont pas 5%. Tous les dossiers complets des candidatures doivent être déposés 50 jours avant la présidentielle fixée au 28 décembre prochain. Le président de la transition, pour qui la candidature est fortement réclamée par les nombreux mouvements de soutien et même par les membres du gouvernement, n'a toujours pas déclaré ses réels. Plus de 8,5 millions d'Ivoiriens sont appelés à venir ce samedi glisser leur bulletin dans l'urne, comme ici par exemple dans cette école qui fait partie des plus de 25 000 bureaux de vote qui seront ouverts ce samedi à travers tout le pays et même à travers le monde car la diaspora vote aussi. Le vote commencera à 8 h heure locale jusqu'à 18 h et ce scrutin sera sous haute sécurité. 44 000 policiers, gendarmes et militaires sont déployés à travers tout le pays ces 2 dernières semaines. Si la situation est calme dans la majorité du pays, dans la majorité du territoire, eh bien, il y a eu des incidents, des heurts, des violences, des blocages dans plusieurs villes, notamment dans la capitale politique Yamoussoukro, où un couvre-feu vient d'être instauré. Le procureur de la République, dans un communiqué, a dénoncé des actes de violence qui portent atteinte à la sécurité nationale et des appels à l'insurrection. La semaine dernière, il avait fait un premier bilan de plus de 700 arrestations. Et du côté des victimes, le bilan officiel fait état de 4 personnes décédées, dont un gendarme tué par balle. L'un des enjeux de ce scrutin, ce sera la participation à cause de la crainte de violence ce samedi, à cause également de l'absence parmi les candidats de plusieurs leaders d'opposition. Quant aux résultats de cette présidentielle, la commission électorale indépendante a 5 jours pour les publier après le scrutin. L'élection présidentielle béninoise sans les démocrates. C'est une réalité qui semble se confirmer pour le parti de l'ancien président Boni Yayi après le verdict de la Cour constitutionnelle. Sollicitée après le rejet de leur candidature, celle-ci a estimé ne pas être assez compétente pour rendre un jugement définitif.
Les deux principaux candidats, Renaud Akbodjo et Jude Lodjou, souhaitent poser un nouveau recours. À l'heure où je vous parle, ce n'est pas à l'ordre du jour que le Parti Les Démocrates ne puisse pas participer à l'élection présidentielle. Et donc nous prendrons toutes les dispositions pour être présents à l'élection présidentielle. Selon la commission électorale qui a rejeté la candidature en premier lieu, les démocrates n'ont présenté que 27 parrainages valides sur les 28 requis par le code électoral. Un nombre insuffisant dû à la défection du député Michel Sodjinou, qui a affirmé ne pas reconnaître le processus de désignation du candidat. De nombreux militants espèrent une révision du verdict. C'était une décision dont on ne s'entendait du tout pas. Mais bon, comme on le dit, on a fait recours à des institutions, on n'a pas toujours eu de gain de cause. Bon, on espère avoir quand même de gain de cause d'ici peu. Un scénario qui rappelle celui de l'élection présidentielle de 2021, à laquelle plusieurs grandes figures de l'opposition n'ont pas été autorisées à participer. Des violences avaient alors éclaté dans tout le pays, des souvenirs encore frais pour de nombreux électeurs. Donc ce que moi je veux au Bénin, je veux la paix. On veut que la paix est au Bénin. On veut la paix au Bénin, on ne veut pas de problème. Pour que nous, les populations, puissent trouver la paix et notre affaire va marcher. Et nous tous, on serait en paix au Bénin. La décision finale de la Sénat sera rendue le 31 octobre prochain. L'éventuelle non-participation des démocrates au scrutin ouvrirait la voie au candidat de la majorité présidentielle, le ministre des Finances Romuald Wadani, pour succéder au président Patrice Talon, qui lui ne peut plus candidater. Il faisait nuit quand les deux autocars se sont percutés de face à pleine vitesse alors qu'ils tentaient de dépasser d'autres véhicules. Il les entraîne dans l'accident. La recette inévitable pour un drame de la route. Le bilan est de 46 morts et un nombre indéterminé de blessés. L'accident s'est produit dans le district de Kiryat-Dongo, dans le nord de l'Ouganda, sur l'axe Kampala-Gulu. Il était environ minuit quand j'ai eu un appel me disant de venir aider. Nous avons fait venir une ambulance et comme vous pouvez le voir, les bus se sont heurtés et des gens sont morts sur le coup, dont les chauffeurs et des enfants de 4 ou 5 ans. Il y avait aussi un Congolais qui s'est retrouvé coincé dans la carcasse. Les blessés ont été transportés à l'hôpital voisin de Kiryat-Dongo. Les accidents de la route sont fréquents en Ouganda. Selon un rapport de la police, les collisions ont tué plus de 5100 personnes en 2024 et le nombre de sinistres routiers ne cesse d'augmenter. Le président Museveni a présenté ses condoléances aux victimes. Sur X, il a exhorté les usagers de la route à la plus grande prudence. C'est parce qu'elle ne travaille qu'avec du lait de vache très frais, dit-elle, que les fromages d'Iyabo Ahmed sont réputés dans toute la région d'Ilorin, la capitale de l'État de Kwara, au Nigeria. Son savoir-faire, elle le tient de sa mère, 35 ans qu'elle répète les mêmes gestes quotidiennement. On verse le lait dans la casserole, puis on y incorpore des morceaux de tiges de pommier de Sodome. Au bout d'une demi-heure, on réserve le lait caillé. C'est le jus extrait de la tige de pommier de Sodome, un arbuste local qui sert de présure, un coagulant, et permet de transformer le lait en fromage. La préparation est finalement tamisée dans ces petits paniers en osier qui donnent sa forme caractéristique à ce fromage typique de l'ouest du pays. On l'appelle souvent wara, qui veut dire lait, tout simplement, en langue yoruba. C'est très important pour nous. On le mange avec du pain ou avec du pudding ou d'autres choses. C'est un aliment de base des populations ici, riche en protéines, peu gras, il remplace la viande et reste très largement consommé malgré la concurrence de fromages industriels étrangers. Ça fait 20-25 ans que je fais ça. Et nous vendons pour 200 à 500 000 naira de fromage par jour parfois. Jusqu'à 300 € de recettes par jour pour cette vendeuse de wara. Ce fromage peut se manger cru ou frit, puis être incorporé dans des soupes ou des ragoûts. Tu comptes tout bien, tu ranges tout ici. Jeudi soir, Marie-Thérèse et ses collègues s'activent. Elle s'apprête à fermer le restaurant pour le week-end, par crainte des éventuels débordements liés au vote. Quand il y a ce genre de choses, il y a des personnes qui profitent de l'occasion pour piller en fait, les magasins, en tout cas des lieux où ils savent où ils peuvent trouver du matériel
pour aller revendre. Voilà, donc du coup, c'est pourquoi on est en train de tout ranger. C'est vrai qu'on a des caméras de surveillance, mais bon, pour être plus en sécurité, on préfère tout ranger. Depuis déjà plusieurs jours, le restaurant de Marie-Thérèse tourne au ralenti. Elle, qui sert quotidiennement entre 30 et 40 personnes, n'en accueille désormais plus qu'une petite quinzaine. Un véritable manque à gagner, d'autant qu'elle ne s'interdit pas de prolonger la fermeture de son établissement si la situation l'impose. Ça ne nous arrange pas tous de partir comme ça. On ne sait pas quand ça peut dégénérer, quand aussi on va revenir. Un peu plus loin, au marché d'Anono, pas question de fermer boutique. Ici, les affaires continuent de tourner, malgré des difficultés d'approvisionnement dues au barrage sur les routes. Le prix est monté. C'est quoi nous donnons 5 000 là. Hier, aujourd'hui, là, c'est 10 000. Donc, il doit monter le prix. Sur les étals, pas de pénurie en vue, mais l'inquiétude est palpable. Depuis avant-hier, les gens font les provisions. Alors, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Mais pour être encore plus sûr de toi-même, tu fais ta provision, tu laisses à la maison. Même son de cloche du côté de Gagnoa. Lors des dernières élections présidentielles, Makoya et Mawa ont perdu leur père suite au débordement qui avait fait 85 morts. Moi-même, j'ai peur parce que c'était passé avant, on ne peut plus, ça va revenir encore. Donc on a peur. C'est à cause qu'on perd une, à aller manger pour mettre dans la maison. Les émeutes post-électorales de 2010 restent dans toutes les têtes. Cette année-là, près de 3000 Ivoiriens avaient trouvé la mort. Il y a un peu de tout, cette petite parcelle-là. On a fait un peu d'igname, du manioc. Mais aussi de la banane ou des haricots. Dans le pays premier producteur au monde de cacao, le CRES a choisi de l'agriculture vivrière. Je me dis que quelque part c'est utile. Pour un pays qui repose sur l'agriculture, pour moi, nous ne devons pas manquer de nourriture. Nous devons être des pays qui sont dans la souveraineté et dans la sécurité alimentaire. Un métier difficile, physique et parfois dévalorisé. Tous tes camarades qui te regardent d'un autre œil, parce qu'aller à l'école et puis revenir à l'agriculture, chez beaucoup de personnes, c'est savoir rater sa vie. Après un master en sociologie du développement rural, l'UCRES s'est tourné vers l'agroécologie paysanne. Des méthodes traditionnelles, pas de produits chimiques, pour préserver la santé et la biodiversité. Mais si tout est la même chose, tout est unique, il n'y a plus de beauté, il n'y a plus de nature. C'est pas du tout remplaçable. Aujourd'hui, les gens font tomber beaucoup les arbres et ils replantent encore les cacao, les cafés, les EVA. Mais ces arbres-là n'ont pas la même propriété naturelle. Ce qu'elle aimerait aujourd'hui, c'est pouvoir développer son activité et même créer une coopérative de jeunes agriculteurs. C'est déjà l'espace où je vais pouvoir cultiver. C'est aussi avoir le matériel, les machines pour pouvoir vraiment faire la transformation de mes produits. Et la politique dans tout ça? À 31 ans, l'UCRES n'a voté qu'une seule fois, faute de carte d'électeur avant cela. Et avec ses amis, ce n'est pas vraiment un sujet de discussion. Je n'ai jamais prêté attention à cela. Et vraiment, ça ne m'intéresse pas. À politique. Même si jamais mais j'étais sur un téléphone que je zappais et puis je tombais sur quelque chose comme ça, bon, je n'allais pas comprendre une grande chose là sur le champ parce que c'est trop de paroles, trop de trucs, je ne comprends rien en fait. Et si l'UCRES était présidente pour une journée? Si je devenais présidente un jour, ma première décision serait de mettre en place une école d'agroécologie paysanne. Pour former la prochaine génération d'agriculteurs ivoiriens.